Tito Fierro, secrétaire général de la Fondation Jardin Majorelle. Aujourd'hui, nous avons choisi d'être sur le site d'Achmat pour mettre en valeur le travail de fouille et de recherche de ce lieu. Ça fait partie des missions de la Fondation, d'accompagner tous les projets qui concernent le patrimoine et le développement durable. Et donc ici, vous avez le hammam. Alors, ce hammam est extrêmement important pour deux raisons. Première raison, sans ce hammam, on n'aurait pas su où était réellement Armat. Parce que, en fait, c'est le seul élément archéologique qui était encore apparent dans le paysage. Parce que, en fait, vous voyez le niveau de sol qui est à la hauteur de cet olivier, eh bien, était le niveau de sol originel. Là, vous voyez dans le paysage, depuis bien longtemps, on n'était pas dans une situation comme celle du hammam qui était en fait enterré sous plus de 3 mètres de terre. Parce que ça va être le plus grand hammam de, on va dire, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi sans doute d'Al-Andalus. On a plus de 500 mètres carrés qui ont été déjà découverts et on sent un certain nombre de salles qui sont des salles de service qui n'ont pas été dégagées parce que cela risque de fragiliser le bâtiment. C'est une ville qui a sa jumelle pas très loin d'ici, Armat Island. Donc c'est une caractéristique aussi des milieux urbains marocains. Fès par exemple, il y a Fès des Andalous, il y a Fès des Kharaouiyines. Mais pour le moment, on va le voir, les données archéologiques ne nous permettent pas d'avoir un niveau pré-islamique. Ils nous disent c'est une ville, d'après les textes, c'est ce qu'on appelle les villes éternelles, Moudoun Azaliya, dans les textes arabes. Les villes éternelles, c'est-à-dire en fait qui ont un passé anté-islamique. Pour un archéologue, il faut 10 à 15 fouilleurs qui doivent donc faire tout le travail de dégagement de la terre, puisque nous avons ici une ville qui a disparu au XVIIIe siècle, véritablement sous la terre agricole. Donc il faut bien comprendre qu'on a un projet d'une cité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement historique pour l'histoire du Maroc qui va se faire à Armat, parce que tout simplement nous avons une ville qui s'installe dans la plaine. Nous n'avons pas de ville avant Armat pour l'instant identifiée sur le sud du Maroc qui soit véritablement dans la plaine. Les villes sont généralement sur des zones fortifiées de piémonts ou au sommet de collines. En même temps, cette refondation du sunnisme ne va pas se faire uniquement sur le haut niveau marocain. En fait, on a un transfert qui va se faire depuis la Tunisie, depuis l'Ifriqiya jusqu'au Maroc. Parce que la grande fief du chiisme à l'époque, ce sont les Fatimides. Les Fatimides qui ont autorité de l'actuelle Tunisie jusqu'en Égypte et qui contrôlent toute la Méditerranée orientale. Donc là, il y a eu un palais extrêmement intéressant parce que c'est un palais du XIVe siècle. Et ce palais du XIVe siècle nous raconte la fin d'Armat. C'est-à-dire que moi je vous ai raconté le début, mais il y a aussi de comprendre la fin de cette cité. Et là on voit qu'il y a donc le maintien de grandes familles de notables qui ont un pouvoir économique et politique extrêmement important et qui sont encore à construire des immenses demeures avec donc ici cette cour et ces bassins qui vont être irrigués, puis ils vont décider à la fin du XIVe siècle d'abandonner le palais, mais il ne va pas être abandonné progressivement, il va être abandonné sur une véritable décision parce qu'ils ont, avant d'abandonner, enlevé tout un ensemble de portes et ils ont muré l'ensemble des portes, ce qui veut dire que c'était véritablement une décision de quitter le bâtiment. Et à ce moment-là, d'aller sur Marrakech. Et là, on voit qu'il y a un projet complètement différent des projets postérieurs. Parce que classiquement, vous connaissez ces grands bassins d'irrigation qui sont à l'extérieur de la ville. Alors que ici, on est dans une tradition qui est plutôt une tradition qu'on retrouve justement en Tunisie, c'est-à-dire d'avoir le bassin au cœur de la cité historique pour ensuite irriguer les espaces même périphériques de campagne. On a donc un projet qui est un projet, comme je vous le disais, urbanistique bien différent de ce que l'on va avoir par la suite, puisque dans la tradition que vous allez avoir des grandes cités, notamment comme Marrakech, les bassins sont à l'extérieur et permettent d'irriguer les champs après.
proximité. Là, nous avons en plus une très forte... il faut bien penser qu'à cette époque, hein, vous avez des marchands indiens qui sont prêts à accepter des dettes de marchands marocains. On a une archive hein, sur un juif marocain qui va garantir son achat par rapport à de l'or qui vient de Sigilmassa. Donc vous imaginez la distance, hein, on est à plus de 9000 km, on est au XIe siècle, il faut le faire en dromadaire ou en bateau. Donc ça veut dire que vous avez des routes extrêmement puissantes avec des réseaux commerciaux extrêmement puissants. Donc ces émirs qui contrôlent ces routes commerciales, eh bien, vont avoir un pouvoir financier extrêmement important pour financer deux choses, soit les armées, soit aussi tous les prédicateurs religieux. Et c'est pour ça qu'on va avoir un projet aussi important qui va être fait ici, qui va être un moyen de structurer eh bien, des prédicateurs religieux avec une puissance militaire, et notamment dans un contexte où on a une volonté de réaffirmer une dynamique sunnite. Ce lieu d'enseignement va se faire autour de cette mosquée. Alors c'est une mosquée dont on sait qu'il y a une fondation au IXe siècle, et qui ensuite va être agrandi au moment où on a véritablement un projet architectural d'envergure au XIIe siècle, et qui va se retrouver à être une mosquée donc qui va faire, que je ne trouve pas dans l'ordre, 7 nefs et 9 travées. Donc on va avoir une mosquée extrêmement importante de 7 nefs et 9 travées, ce qui va être véritablement un bâtiment de prestige. C'est d'autant plus intéressant que la mosquée va être l'un des derniers bâtiments utilisés pour le site d'Armat, c'est-à-dire même après l'abandon du palais et d'un certain nombre de structures, la mosquée va continuer à être utilisée comme un lieu de retraite religieuse, un lieu d'enseignement. Mosquée va avoir donc une série d'arches qui vont être faites de briques cuites, et elle va avoir aussi un minbar qui va être sur rail en bois, et donc qui peut être amovible, et qui est caractéristique des très très grandes mosquées de prédication du XIIe siècle. Parce que vous avez eu un projet donc de construction d'une route qui permet de desservir donc les hameaux qui sont plus au nord. Et dans ce projet, eh bien, ils ont commencé à creuser au tractopelle. Et le tractopelle a donné un immense coup de pelle dans une vasque, qui a la forme d'une rosace de pierre noire, de pierre qui est un élément extrêmement travaillé. Donc là, heureusement, comme il y a un gardien qui est en permanence sur le site, pour notamment protéger plutôt la zone du hammam, ce dernier a averti immédiatement les archéologues qui se sont mobilisés pour bloquer le chantier et en fait découvrir que nous avons ici une Koubba qui est très proche de la Koubba almoravide que vous connaissez à Marrakech, et qui en plus a été très bien décrite à la fin du XIVe siècle, en 1369, comme étant une Koubba carrée extrêmement élancée. Et cette Koubba s'inscrit complètement dans le projet d'une architecture politique qui va venir donc attester d'un nouveau mouvement religieux sunnite dans cette renaissance sunnite du XIIe siècle. Parce que cette architecture est bien connue et décrite de Bagdad jusqu'au Caire, en passant par la Tunisie jusqu'au Maroc, comme étant un élément distinctif qui vient attester par le style architectural d'une nouvelle dynamique religieuse. Et là on voit que Armat va donc être le point d'ancrage de cette dynamique militaire avec Abou Bakr et l'alliance entre la reine Zeynep, qui est cette grande dynastie économique qui a un pouvoir commerçant extrêmement important, et cette dynastie militaire. Et d'ailleurs la puissance, parce que donc ça a été extrêmement romancé le parcours de la reine Zeynep, parce qu'elle va en fait jouer un rôle diplomatique essentiel. Eh bien, on voit que la puissance de la famille d'Armat par ses liens diplomatiques vont permettre d'installer la dynastie almoravide qui va faire de Armat sa première capitale. Pour une raison très simple, c'est que vous allez avoir Abou Bakr qui va renoncer au pouvoir pour retourner dans une dynamique, on va dire, d'anachorèse et de prière au désert, et Youssef ibn Tashfin qui va lui continuer la conquête sur le nord et qui va justement préparer les forces militaires nécessaires pour rétablir l'autorité musulmane, notamment en Espagne.
face à la réorganisation des royaumes chrétiens. Waouh! Sur le site d'Armat et notamment qui prouve qu'il y avait une technique artisanale extrêmement élaborée qui remet d'ailleurs en question toute la construction sur la circulation des savoir-faire à la période médiévale, hein, parce qu'on a eu toute une historiographie qui faisait venir les savoir-faire techniques d'Espagne au Maroc, alors qu'en fait là on va avoir des preuves archéologiques que c'est l'inverse, hein, que ce sont des artisans donc marocains qui apportent les techniques en Espagne.